je m'appelle Arthur Sweetman. Je viens de l'université McMaster. Euh, et vraiment, c'est un plaisir de modérer ce deuxième panel. Il me semble que les panélistes, vraiment, ils doivent répondre à un standard très haut parce que les premiers panélistes ont été merveilleux. Donc, j'espère qu'on va pouvoir accomplir ceci maintenant. Nous avons Hannah Maxey et Catherine Zadrani, et le professeur et directrice à l'école de médecine pour la recherche et la santé. Et il me semble qu'elle est ici pour nous parler de la collecte de données. Hannah, merci. Arthur, je vais partager mes diapositives. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je viens de Indiana. J'ai deux rôles. Je travaille à l'Université de Indiana où je mène un centre de recherche. Le travail que je vais indiquer aujourd'hui, c'est avec une entité de consultation avec Veritas Health Solutions. Donc, j'ai deux chapeaux dans ce sens-là. Les objectifs d'aujourd'hui, je vais donner un peu une idée du projet pour les régulateurs, un projet de 2 ans ici aux États-Unis et qui était une initiative nationale. Et je vais partager quelques ressources pour appuyer l'implémentation dans les différentes juridictions. Indiquer les ressources et finir avec les résultats ici aux États-Unis. Donc, je vais montrer où nous avons commencé avec ce travail. Moi, je suis de Indiana. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une carte de la province de l'État de Indiana de l'année 2009. Et donc, ça, c'est la région où il y avait des manques de professionnels de la santé orale. Et donc, c'est avec de l'aide qui ont alloué des différentes ressources. Et donc, en 2019, il y avait moins de juridictions qui étaient identifiées comme qu'il y avait un manque de professionnels. Avec la participation des professionnels, ils ont pu identifier que vraiment, il y avait des lacunes qui ont pu améliorer la situation. En 2019, l'entité régulatoire d'Indiana, où il y a une organisation ombrelle, ils ont appuyé la collecte de données au moment de renouvellement de la licence des professionnels. Cela incluait des licenciés dentaux, d'infirmerie, de médecine, etc. Et donc, en Indiana, ils avaient une autorité statutaire pour qu'ils puissent avoir ces données lors du processus de renouvellement. Ces données-là ont permis de transformer comment l'Indiana peut identifier les manques de professionnels, comme ce que nous voyons sur la carte. Et donc, la région en rose, à ce moment-là, ils avaient un manque fédéral de, de professionnels, mais vraiment, c'était juste que on avait plus de données. Donc, en 2020-2021, j'ai eu l'opportunité de commencer une initiative pour commencer avec les champions pour prendre la collecte de données dans notre force de travail. Et donc, ceci a été entendu par différentes organisations. Vous pouvez voir ces organisations sur l'écran avec qui j'ai travaillé pour avancer comme le régulatoire, comme les entités régulatoires pour la collecte de données. Et donc, en 2021, on regardait la question de ces données et comment on pouvait les identifier comme association nationale, comment ils pouvaient appuyer une collecte de données plus avancée. J'ai eu l'opportunité de consulter
avec ces entités de travailler sur les initiatives spécifiques. Et c'était une initiative qui a duré une année. Et là, les politiciens ont dû participer dans des discussions pour identifier quel était leur intérêt et qu'est-ce qu'ils pensaient sur comment ils peuvent appuyer. Et chacun d'eux ont appointé un délégué et un groupe de travail pour ce projet. Nous avons identifié des outils et nous avons vu quels étaient quelques éléments communs qu'on pouvait trouver dans toutes les professions et ce qui incluait aussi dans les outils fédéraux et des autres ressources. Et finalement, ils ont préparé une solution. Donc, je veux indiquer un peu quel était le processus de recherche que nous avons utilisé. Nous avons révisé 15 professions. Donc, je veux dire que ceci incluait les professions sur la liste, ce qui inclut la médecine. Et donc, les outils liés à la médecine et tout cela, ça faisait partie de ceci. Les outils qui ont été révisés aux États-Unis sont des ressources de santé et vraiment, ils n'ont pas beaucoup de données beaucoup de collecte de données. Donc, tout cela a été révisé, ainsi que les associations professionnelles qui utilisaient des outils comme partie de leur travail. Et donc, il y a eu une identification systématique des éléments de données communes, des questions associées dans tous ces outils. Et donc, j'ai indiqué ici quelques points que nous avons identifiés. Quelles ont été les conclusions clés? C'est que presque tous les outils incluaient les éléments de données clés, mais il y avait un manque de consistance et cohérence dans ces éléments dans tous les outils, ce qui inclut la structure, le type de questions, etc. Et quelques-unes de ces inconsistances se trouvaient même dans les variables pour les démographiques, comme la race et l'ethnicité, qui sont nécessaires si nous allons pouvoir identifier les opportunités pour augmenter la représentation dans notre milieu de travail. Et donc, une opportunité a été identifiée pour développer un outil. Ce que vous voyez ici, c'est les données minimum de profession. Et donc ici, nous avons travaillé avec la collaboration de différentes organisations et ça inclut une liste consensuelle de 18 questions servant de cadre pour la collecte d'éléments de données communes de base. Si vous êtes sur votre ordi, si vous pouvez scanner ce QR pour trouver ceci. Il y a aussi 6 questions supplémentaires. Donc, ce groupe représente bien sûr différentes organisations régulatoires et ils ont des différents points de vue, culture. Et vraiment, il y a eu beaucoup de discussions par rapport aux questions démographiques. Et qu'est-ce qui serait considéré des questions de base démographiques, juste pour la planification et le développement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur cela et c'était déterminé par ces organisations que ça allait inclure une petite liste de questions démographiques avec des questions additionnelles selon les juridictions qui voulaient l'inclure plus de questions démographiques. Donc, voici quelques valeurs et innovations du CPMDS. Donc, les outils qui existent maintenant, malheureusement, sans cette consistance, on ne peut pas vraiment comparer les différentes, avoir cette transversalité entre les différentes professions. Et il y a des questions dans le développement du CPMDS
c'est que vraiment, ils ont prêté beaucoup d'attention pour voir les sondages au niveau de la population, pour avoir des données de la population, comme par exemple le sondage qu'il y a eu ici. Et donc, en alignant ceci avec les différents éléments et le niveau de population et des autres stratégies, ça permet de comparer un peu la main-d'œuvre avec la population et l'information qui est disponible. Il y a aussi une analyse interjuridictionnelle. Et donc, ça nous permet de nous comparer à des autres États. Parce que si on n'utilise pas vraiment la même mesure, on ne peut pas se comparer. Donc, ceci, ça permet ces sortes de comparaisons. Et donc, ce sont les organisations de santé qui ont mené ceci. Et donc, bien sûr, ils voulaient appuyer les organisations étatiques pour cette identification. Aux États-Unis, nous savons qu'il y a les HIPSA, il y a les désignations et de zones. Et donc, nous avons aussi des évaluations. Nous avons des autres professions qui se trouvent en dehors de cette désignation professionnelle et on doit continuer à faire vraiment des évaluations. Et il y a un besoin d'évaluer afin de pouvoir parler des appropriations avec les entités législatives et aussi juste améliorer le programme. Et finalement, bien sûr, pour la prise de décision. Il me semble que l'innovation dans cet outil, c'est que la CPMDS, ça sert comme un cadre pour la standardisation. Donc, ce n'est pas vraiment un copier-coller, mais ça peut offrir un cadre pour la standardisation, euh, en permettant aussi l'adaptation par profession ou jurisdiction. Donc, un exemple, c'est une question standard. Donc, il y a des questions qui sont standards et des réponses standards. Bien sûr, il y a un besoin pour des variations par profession dans certains indicateurs clés. Donc, par exemple, dans des questions clés des caractéristiques et même en éducation, où nous avons des différents niveaux et d'éducation. Donc, pour ces questions-là, les questions standardisées sont offertes ou des réponses complètement flexibles. Mais s'il y a des questions standardisées avec une réponse, ça permet un niveau de comparaison. Donc, ce n'est pas complètement copier-coller, mais il y a des options qui offrent un peu plus de flexibilité. Lors de la création de la CPMDS, nous avons fait attention à voir l'outil d'application. Et donc là, nous allons développer et identifier des nouvelles connaissances et le traduire en action avec les individus ou avec ceux qui ont la capacité de l'appliquer. Et donc, pour appuyer ceci dans les différents États et juridictions, avec les différentes agences, nous avons créé cette mise en chemin avec les différents outils. Et donc, si vous êtes intéressé à cela, ça va être partagé après la réunion. Et donc, je veux finir un peu avec comment ça va maintenant. Donc, ceci a commencé en 2009. Et moi, j'étais une jeune étudiante de maîtrise et j'étais très intéressée au manque de main-d'œuvre. Au Utah, en 2022, ils ont eu une rencontre et il y a eu une réunion que je donne, une présentation que je donnais. Et ils étaient en train de parler du CPMDS. Et donc, le Utah, ils indiquaient qu'ils voulaient utiliser ceci en 2023.
Donc, ce que vous voyez, c'est qu'avec la permission de Utah, nous pouvons voir les résultats du projet pilote. Je sais que la plupart d'entre nous, nous sommes ici pour parler des données, mais eux, ils avaient plus de 16 000 licenciés de santé. Mais vraiment, en appliquant la CPMDS, ils ont pu identifier qu'ils n'avaient vraiment que 5 600 vraiment UTP pour les soins aux patients aux États-Unis. Donc, ces données-là ont aidé à former des discussions qui ont mené à une nouvelle législation qu'on s'attend pour 2024. Donc, c'est juste pour donner un exemple de la valeur de ceci. Et sur ce, je suis contente d'entendre vos commentaires et je vais vous donner la parole, Arthur. Merci. Donc, nous avons une minute. Si quelqu'un a une question très urgente, on peut la poser maintenant. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, s'il y a des questions urgentes, OK, on va laisser les questions pour plus tard. Et donc, nous allons donner la parole maintenant à Catherine Zagney, qui se trouve à l'Université de Toronto et aussi avec le réseau de santé du Canada. Elle va nous parler un peu du cas canadien pour essayer de développer plus de données. Bonjour à tous. C'est un honneur de vous faire cette présentation et je vais présenter ce travail qui est un travail qui combine des données de différents acteurs pour l'inclusion et dans le travail des infirmières. Donc, dans cette première présentation, nous allons décrire les données du personnel de santé au Canada et la méthodologie que nous avons utilisée pour mesurer l'inclusivité dans la profession. Alors, très rapidement, quelques informations sur la façon dont les services de santé sont fournis au Canada. Donc, nous avons un système de santé décentralisé où les provinces et les territoires reçoivent du financement fédéral et ont la responsabilité de fournir du couvrage universel. Et nous avons différents types de participation. Les acteurs sont réglementés par des collèges qui ont des exigences selon le territoire, selon la province. Les données des personnels de santé, donc, eh bien, les sources de données les plus importantes comprennent les sources de santé, excluent aussi la planification ou l'information détaillée pour la planification. Nous avons connu aussi des manques de normalisation et nous avons des variations qui concernent la collecte de données par groupe de travailleurs de secteur de la santé ou selon la province. Et cela peut nous mener, par exemple, à des différences dans la façon dont l'information est collectée, différentes définitions pour les mêmes éléments, et parfois il y a des variations par rapport à l'occupation. Et aussi, euh, nous avons, dans quelques cas, qu'il y a des défis par rapport à la collecte de données. Et les collecteurs de données ont une responsabilité accrue. Ils doivent partager des données qui soient accessibles et aussi combiner d'autres ressources. Mais nous devons dire que nous travaillons parfois dans des domaines un peu isolés les uns des autres, hein, et cela prend du temps pour faire la mise en commun de toutes ces données collectées. Alors, très bien. Pourquoi, à partir vers où devrait s'orienter le Canada? Donc, il est important
aussi d'avoir ou de constater qu'il y a un manque comparable de données de personnel de santé qui rend un peu plus difficile de mettre en place au Canada, en commençant par la base jusqu'à le plus haut de l'infrastructure. Le Canada doit construire des infrastructures nécessaires pour intégrer la stratégie nationale. Il y a des normes exclusives au Canada et c'est important de bien veiller à la mise en place. Et pour avoir aussi la participation active des partenaires. Ils participent à la création des normes et, euh, et leur rôle est absolument important. Donc, nous essayons de maximiser la qualité et la stratégie des données. Notre objectif est de concevoir des normes que nous puissions appliquer dans différents groupes de travailleurs. Après la classification internationale de définition des occupations, nous avons fait des cas d'études pour nous occuper des occupations réglementées et peu réglementées. Nous avons identifié qu'il y a une variété des professionnels, des secteurs. Nous avons également trouvé quelques barrières à l'accès à ces données et donc il est difficile parfois de mettre en application les outils disponibles. Alors, il y a 3 phases dans le développement des non-données standardisées. La première phase comprend des standards ou des normes minimales. Nous réalisons aussi une évaluation de toute la littérature pour évaluer les nouvelles données qui n'étaient pas incluses dans les normes existantes. Dans la deuxième phase, nous faisons des consultations avec les parties prenantes, y compris les travailleurs de la santé, les employeurs, les syndicats, le gouvernement, les représentants, etc. Dans la troisième phase, nous conduisons de révision des experts, euh, des évaluations réalisées par les experts qui examinent donc les résultats de la phase 2. Dans la phase 1, les normes minimales pour différents professionnels ont été révisées donc, par les institutions que vous voyez sur l'écran. Et nous vérifions que ces normes soient utilisées dans la recherche et les analyses. Nous utilisons également cette méthode pour évaluer les données existantes qui sont utilisées pour la recherche, mais qui ne sont pas nécessairement inclus dans d'autres ensembles de règles. Il y a des règles qui sont donc standardisées, mais qui ne sont pas euh, parfois incluses. Nous utilisons Excel et nous avons donc analysé toutes ces données pas dans, c'était inclus dans les différents éléments proposés. Même si nous ne, nous sommes, nous obéissons à un groupe de principes pour déterminer quel est le type de données qui devraient être incluses. Nous avons discuté la logistique, la façon dont l'information est collectée, les contextes légaux et les obstacles à la collecte de données. Il y avait des éléments qui ont été identifiés qui pourraient être mis à disposition pour éviter ces euh, obstacles et toute une série d'évaluations à cet égard ont été réalisées. Dans la deuxième phase, nous avons introduit les dialogues avec les parties prenantes pour établir
si un standard ou une norme standardisée était applicable dans ces contextes. Et les parties prenantes ont été très favorables. Ils ont inclus les employeurs, les autorités de régulation, les, les enseignants et autres groupes. Alors, dans la phase 2, ces activités d'information consistaient à des groupes de discussion et donc poser des questions clés et répondre à ces questions compte tenu du paysage canadien. Et nous avons identifié des éléments qui permettaient que ces questions puissent avoir une réponse plus appropriée. Ces questions sont dans quelle mesure nos politiques sont bien axées sur l'égalité sexuelle? Et une réponse, c'était le manque d'accès à une définition commune et à la disponibilité des données. Et cette rétroaction nous a permis de comprendre l'importance que ces textes, que ces éléments devaient être inclus dans les normes. C'est un exemple que nous avons reçu, mais la rétroaction majeure, c'était l'importance de, des standards, des normes. Nous n'avions pas, dans certains cas, quelques domaines qu'il fallait prendre en considération. Et il est probable qu'il va falloir inclure d'autres indicateurs selon les cas. Et, par exemple, dans les propositions éducatives, il faudrait aussi inclure d'autres considérations. La cabine de français s'excuse, nous avons des interruptions du son constantes. En ce qui concerne les données de longue date, nous nous sommes centrés sur des questions et des réponses. D'abord, nous avons mis sur pied une équipe d'experts pour trouver un consensus par rapport à quels éléments devaient être compris. Ces conversations nous ont ramenés au principe depuis que nous avons déjà présenté. Et en deuxième lieu, les membres de notre équipe ont passé en revue les données et ont considéré les différentes conditions nécessaires pour l'atteinte des résultats. Et ils ont aussi établi de quelle façon ces interactions pouvaient s'améliorer. C'est similaire à ce que Ramer a présenté lorsqu'il a parlé des données de la population. À la fin de la phase 3, nous avons eu une version de notre dernier rapport. Conclusion de nos processus pour développer des normes des données minimales pour la planification personnelle et santé ont tiré profit de normes déjà existantes, de l'engagement des parties prenantes et aussi des considérations pratiques par rapport à la collecte de données. Et ces considérations pratiques sont très importantes dans la collection des données. Les prochaines étapes, c'est travailler avec les cas d'études et l'application sur le terrain de ces données. Et nous avons pu développer donc des normes minimales que que nous espérons pouvoir mettre en place tout au long de nos pays. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions brûlantes pour Catherine? Je vois qu'il y a une question dans la salle. C'est très intéressant. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous voulez ajouter plus de professionnels dans une phase ultérieure? Est-ce que quelqu'un Aline veut faire un commentaire? Oui, je pense que les normes minimales peuvent être adoptées par tous les professionnels. Et nous avons choisi les groupes spécifiques pour faire un travail plus en profondeur. Ils ont été retenus parce que, comme l'a dit Catherine, il y a une série de données sur la qualité. Et même si nous avons euh, beaucoup de données, nous voyons qu'il y a euh, des données qui n'ont pas été mises en commun. Donc, nous avions une équipe qui a mis en place
Donc, quelques pratiques que nous voulions prendre en considération. Euh, Par exemple, les psychologues et les travailleurs euh, sociaux travaillent surtout dans le domaine privé et nous espérons pouvoir aussi euh, aborder la situation qui prévaut dans beaucoup d'autres secteurs de notre profession. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que nous devons passer à notre troisième orateur. Le troisième orateur, c'est Tina Conjanen de Data Evidence and Knowledge Management Unit dans le OMS. Et elle se joint depuis Genève. Et je donne la parole à Tina. Et donc, je veux voir un peu au niveau mondial et ce qu'on fait à l'Organisation mondiale de la santé pour construire la capacité dans les pays afin de renforcer les systèmes de santé et de données. Donc, tout ceci a commencé avec l'SDG et les plusieurs pandémies que nous avons vues. Les États membres donnent l'OMS d'avoir un bouton qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe avec la main-d'œuvre de santé dans le monde, ainsi qu'avec la migration, les changements. Qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde? Quelle est la situation de la main-d'œuvre de santé? Donc, pourquoi cette demande de données mondiales? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Donc, les données que je vais voir bientôt, les comptes de la main-d'œuvre de santé nationale, vous pouvez utiliser ces données pour, euh, euh, analyser la main-d'œuvre, ce qui nous permet de prendre des décisions. Et ça finit avec un investissement, ce qui permet des dollars. Mais ce n'est pas assez de voir ça. Il faut toujours retourner aux données. Et tout ceci, il faut le voir avec un mécanisme multisectoriel et avec plusieurs parties prenantes. Donc, qu'est-ce que le NHWA? C'est un système avec lequel les pays peuvent améliorer la disponibilité, qualité et utilisation des données sur le personnel de santé grâce au suivi d'un ensemble d'indicateurs pour soutenir la réalisation de la couverture sanitaire universelle, des ODD et d'autres objectifs de santé. Donc, l'NHWA, si vous connaissez ce qui est à droite, c'est le cadre de la main-d'œuvre. Et ceci est lié au secteur pré-service, le secteur d'éducation, le travail, le marché de travail et puis les politiques. Donc, l'NHWA regarde les différents cadres et ce que nous essayons d'accomplir, c'est voir les principes derrière tout ceci. Et j'ai entendu les panélistes parler de ceci aussi, afin de s'assurer qu'il y a une gouvernance multisectorielle et que peu importe ce qui se passe, que les décisions que nous prenons pour changer, pour améliorer les données, ça nous permet de le faire. Ce que nous insistons, c'est que quand nous rentrons dans un pays, on dit vous n'avez pas les données. Peut-être que vous n'avez pas la solution de technologie nécessaire ou qui est comparable à des autres pays, mais il y a des données. Il y a souvent des données, c'est isolé. Donc, nous voulons construire sur ces données. Ça peut être avec les registres professionnels, peut-être les données d'un census,
Donc, la diversification des sources de données. Avec l'NHWA, nous parlons au pays premièrement. Donc, vous avez une variété de pays qui ont différentes données, différentes planifications. Il y a des autres qui ont une autre capacité. Et donc, nous donnons le NHWA de façon que les données puissent être analysées et pour informer les décisions et créer des politiques. C'est ça l'idée de l'NHWA. Comme j'ai dit, cette résolution, ça donnait un mandat à tous les États membres de faire ceci pour que l'OMS puisse avoir ces données et créer ses preuves, ses analyses, ses études scientifiques afin de montrer qu'est-ce qui se passe dans le monde. On ne voulait pas que ça soit juste un autre rapport. L'idée, c'était de créer cette plateforme avec laquelle les pays l'utilisent au besoin avec transparence au niveau national. Et donc, il y a un point avec les ministres de santé. Les approches stratégiques que nous utilisons pour appliquer l'NHWA, vous pouvez imaginer si vous travaillez avec un pays, un système fédéral, il y a un besoin de standardiser. Donc, c'est une autre raison pour avoir une série d'indicateurs que les pays peuvent chercher pour construire leur système. Comme ça, nous pouvons avoir des collectes de données. Nous avons cherché une série de lignes directrices. Nous construisions cette capacité avec des ateliers et c'est quelque chose que nous continuons à faire même après 5 ans. Et on utilise nos expériences de 5 ans pour le construire. Avec l'OMS, nous rentrons dans les différents pays afin de construire cette capacité et l'utiliser pour renforcer leur système de données. Et donc, je vais regarder un peu les points pratiques. Ce que je voudrais nous regardions, c'est ce que nous voyons dans les différents pays. Nous avons parfois des systèmes, mais sans une bonne gouvernance. Ou parfois, il y a une gouvernance, mais il manque un côté législatif. Et donc, c'est un peu pour aller étape par étape avec les différents pays et dire, OK, vous devez avoir toutes vos parties prenantes, vous devez utiliser ces données, avoir des protections légales pour vos données afin de les utiliser d'une façon responsable. Ça donnait des bons résultats. Et les pays, ils indiquent des différents résultats selon leur capacité, leur priorité dans ce processus d'information. L'autre outil que nous avons, c'est un manuel. Et ça, c'est la deuxième version. C'est une version encore plus simple que la première version. Nous avons un système modulaire avec des différents items qui peuvent aider à un pays à identifier qu'est-ce qui se passe dans la main-d'œuvre. Ce qui indique où vous avez des problèmes, est-ce que vous avez assez de capacité d'enseignement. Et finalement aussi les conditions de travail. Donc, comment est-ce que nous pouvons standardiser ceci? Donc, voici, il y a un indicateur, vous avez le nom, un élément de données avec la désagrégation, la définition. Ce que nous recommandons, c'est ce que vous avez besoin pour faire un plan.
Nous voyons aussi les sources de données, les références. Le prochain outil de standardisation, c'est les occupations de santé. Ils sont tellement semblables et pas semblables. Vous pouvez avoir un même titre avec des différents systèmes régulatoires qui apportent une pratique différente. Donc, au niveau mondial, nous encourageons aux pays d'avoir une classification standardisée des occupations. Mais après, quand ils donnent de l'information à l'OMS, pour une raison de comparaison, nous avons un système. Comme vous savez, l'ESCO est mené par l'Organisation mondiale du travail. Et donc, nous avons eu une révision de ceci en 2008. Nous espérons avoir une version révisée pour l'année 2028. Donc, nous sommes maintenant dans le processus de consultation. L'idée, c'est de développer une liste d'occupations qui peut nous aider à voir ceci au niveau international. Donc, voici un peu les presque 50 professions que nous sommes en train de voir. Donc, où sommes-nous maintenant 5 ans plus tard? Nous avons des pays qui ont des centres focaux. Ils ont ces indicateurs avec ceci. Donc, ce sont ça les données que nous voyons après. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir une chose d'Excel où nous avons ceci et toute cette info et on ne fait rien. À l'OMS, nous voyons qu'une fois que nous construisons la capacité que nous avons, ces données sont partagées et nous pouvons le transformer dans un bien de santé commune. Donc, nous avons tous ces articles qui parlent de différents aspects avec les différents partenaires dans le monde pour créer plus d'informations, plus de connaissances sur la santé. Et avant de rentrer dans les prochaines choses, je veux juste voir qu'est-ce que nous pouvons accomplir avec ces données. Si vous vous rappelez, la stratégie 2030 disait qu'on allait avoir un manque de 14 millions. Avec les données que nous avons reçues, nous voyons que cela a descendu à 10 millions. Ça semble assez bien. Mais si vous voyez qu'est-ce qui se passe au niveau régional, ça c'est au niveau mondial. Et donc, vous voyez que ceci se réduit. Et donc, nous voyons la région de l'Asie de l'Est. Et nous savons qu'eux, ils ont moins une population plus jeune. Donc, nous voyons aussi comment la population peut affecter. Il y a la question de la population qui vieillit. Et donc, nous voyons aux Afro, c'est la région africaine. Et eux, ils ont augmenté le nombre de travailleurs de la santé. Mais ce qui se passe, c'est que le manque a été doublé. Et donc, c'est là où nous voyons, OK, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Ce que nous voyons au niveau mondial, ce n'est pas assez de faire des estimations mondiales. Si nous allons à la région, et encore plus si nous allons au niveau national, nous pouvons voir qu'est-ce qui se passe dans certains pays. Donc, voici en chiffre absolu les pays avec beaucoup de population.
Oui, le Nigeria, Pakistan, Bangladesh. Donc, ce sont des pays avec une population très dense. Et donc, vous pouvez voir qu'ils se trouvent en haut de la liste. Mais vous pouvez voir que ce sont des petites îles ici que nous trouvons. Voyez l'Haïti, la République dominicaine. Et si nous voyons le dernier, nous voyons encore que ce sont des autres pays. Ce ne sont pas des chiffres absolus, ce sont des manques relatifs. Nous voyons le Niger, la Somalie, Tchad. Et donc, comment ils doivent augmenter 10 fois pour mitiger le manque. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire au niveau mondial? Et ce n'est pas une question juste de migration, de marché. C'est juste en regardant les chiffres. Et il me semble que c'est ma dernière diapo. Donc, nous avons plusieurs études que nous avons au niveau mondial et on veut utiliser cette information pour la planification. Nous avons des pays comme le Ghana ou le Niger qui sont en train d'augmenter la conscience dans les systèmes de santé. Et ils travaillent vraiment pour l'ouvrir à différents postes. Et ils se sont rendus compte avec cette analyse qu'ils ont des gradués. Donc, ils ont des nouveaux gradués, mais ils ont aussi des travailleurs sans emploi. Donc, ils ont créé des politiques pour améliorer la situation. Et il me semble que c'est ma dernière diapositive et je voulais rester à temps. Merci beaucoup. Donc, avant de voir des questions générales, est-ce qu'il y a des questions urgentes pour Tina? Non? Donc, je vais donner la parole pour les questions générales. Ah, je vois une main déjà. Donc, Ivy est en train de voir les gens en ligne. Moi-même et tous les gens en ligne. Donc, il y a une question que je vais poser à Tina et Hannah. Donc, vous avez parlé de l'application comme des points clés. Un point de l'application, c'est avoir une licence, avoir un accord de licence que vous pouvez utiliser ce standard minimum. Donc, Hannah, je vais poser la question s'il y a des accords, si les entités régulatoires doivent le respecter pour rentrer dans ce standard. Tina, de même pour vous, est-ce qu'il y a un accord de licence pour les différents pays qui utilisent le standard de l'OMS? Donc, s'ils veulent l'utiliser. Et les lignes directrices, est-ce qu'il y a un accord que les pays doivent respecter pour cela? Et après, j'ai une question pour Catherine qui se trouve en ligne, mais je vais retourner à cela après les réponses. C'est à vous. Je vous remercie de votre question, Ivy. Donc, la question, c'est non, il n'y a pas d'exigence. Et donc, ils veulent appuyer cet outil pour les États et les juridictions. Donc, il y a un lien qui est disponible et gratuit, qui est disponible par le sponsor. Merci, Hannah. Sina, il n'y a pas de besoin d'exiger dans son licence un certificat. Ce que nous faisons avec les pays lorsqu'ils nous demandent de les aider avec leur mise en œuvre, nous leur donnons une formation, euh, comment obtenir les indicateurs, les données, mais il n'y a pas un accord avec le OMS. Mais nous avons un mémorandum d'entente
ou en document légal qui permettent à deux pays de travailler, donc aux deux organisations. Et je sais que dans quelques pays, les données sont difficiles à obtenir. Donc, il est facile de dire, oui, c'est votre donnée, mais il y a un cadre juridique selon lequel le pays doit donc suivre certaines procédures spécifiques. Oui, j'ai une autre question pour Catherine. Anna ou Tina peuvent aussi faire des commentaires par rapport à cette question de quelqu'un de Québec, André Garoki, qui nous demande, Catherine, est-ce que vous savez qu'il y a une juridiction au Canada qui manque des données de personnel santé pour faire la planification appropriée dans leur propre système de santé? Donc, quels sont les problèmes? Quel est de coopérer avec les parties prenantes, etc. Et Hannah, je pense que vous pouvez aussi nous faire des commentaires par rapport aux différents États. Et Tina, depuis la perspective des pays membres de l'OMS. Oui, je pourrais parler pendant des heures de cette question, mais il y a beaucoup d'exemples de travail que nous faisons où les données sont insuffisantes au Canada selon les juridictions. Un exemple, c'est que la plupart des cas, il n'y a pas de personnel nécessaire, mais ils n'ont pas non plus d'informations sur les types d'équivalences qui sont nécessaires. Et Ontario en est un exemple. Mais je pourrais citer beaucoup de provinces qui manquent d'informations par rapport à la profession. Il y a des données, par exemple, les données de la santé mentale, les médecins, bon, donc un formulaire, mais parfois, il y a beaucoup plus de détails. Et il y a cependant des différences euh, par rapport à l'information des praticiens généraux. Et il y a aussi des différences par rapport aux différentes statistiques fournies. Alors, il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de raisons aussi. Par exemple, il n'y a pas donc des données en général, pour la force de travail de personnes de santé. Donc, il y a différentes raisons qui expliquent cela, le manque de capacité. Mais aussi, il y a parfois un manque d'un plan de travail dans les juridictions pour mieux travailler dans ce domaine. Donc, parfois aussi, les ressources sont insuffisantes, l'analyse de données n'est pas parfois standardisée. Il y avait des données, c'est effectivement la raison pour laquelle il faut s'attaquer à ce problème. Pourrais parler pendant 2 heures. Il n'y a pas de réponse ceci. Une autre réponse à la question? Oui, je pourrais y aller. Bon. Moi, je travaille avec beaucoup d'États et je ne veux pas laisser de côté des États qui ont de grandes opportunités en matière de travail qui est fait. Mais il y a quelques mois, j'ai participé à une réunion avec tous les États et j'ai eu l'occasion de prononcer un discours à cette rencontre. Et j'ai commencé par une question et je demandais, est-ce que si votre gouverneur vous demandait et combien d'anciens professionnels certifiés sont en train de pratiquer et sont en train de donner de services à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ben, moins de la moitié a dit qu'à l'heure actuelle, si le gouverneur leur posait cette question, il pourrait répondre. Et c'est un indicateur des opportunités dans les États et qui nous aide à identifier que oui, nous avons nos certificats, mais quelle est notre capacité réelle? Et voilà. Donc, dans quelques États, par exemple les petits États insulaires en développement, ont quelques défis, mais ce n'est pas seulement un attribut de ces États parce que cette situation se reproduit ailleurs aussi. Oui, lorsqu'il s'agit de la disponibilité,
Il y a des occupations qui ont déjà des données et qui ont un code déjà supplémentaire. Il y a d'autres qui n'ont pas de certification. Et oui, vous avez une licence, mais est-ce que vous êtes dans le pays? Vous avez commencé votre propre entreprise et est-ce que le pays ou l'entité ou l'autorité locale euh, peut exiger que vous présentiez cette licence? Alors, ça va dépendre de l'activité de votre, du niveau de votre activité, de la pratique. Et nous en comprenons toujours des pays qui ont une force de travail active et c'est un défi dans tout le pays, dans beaucoup. Merci. Si je peux ajouter quelque chose. Au Canada, nous sommes très bons à séparer ceux qui ont une licence et ceux qui pratiquent sans la licence. Mais parfois, nous voyons qu'il y a de tendances importantes de personnes euh, qui font ce que les autorités exigent. Alors, je ne veux pas abuser de ma position ici, mais le titre de cette séance est la meilleure collection des données, la collecte de données dans l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Mais je pourrais demander aux orateurs de nous parler plutôt de ce qu'ils font par rapport à l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité en ce qui concerne l'ensemble des données. Comment pouvons-nous avoir des normes standardisées? Comment pouvons-nous penser à l'équité, à la diversité dans le personnel santé? Et parce que c'est dans notre mandat, nous n'en parlons pas assez souvent, mais je voudrais savoir si vous avez des commentaires là-dessus. Est-ce que quelqu'un souhaiterait commencer? Moi, je commence parce que il n'y a pas une seule réponse, une réponse parfaite à cela. Mais les données, il faut commencer parce que vous avez identifié les lacunes, petit à petit, faites des améliorations. L'équité peut être mesurée dans diverses situations, mais nous voyons, par exemple, que l'équité n'est pas seulement une question de proportion d'hommes et de femmes dans quelques pays et régions. Nous devons le mesurer dans tous les données ventilées, que ce soit l'âge, que ce soit le lieu de naissance. L'équité doit vous donner l'idée de savoir si vous avez les nombres d'effectifs nécessaires pour les services que vous voulez fournir à votre population. Donc, la diversité, c'est quelque chose avec laquelle nous ne travaillons pas beaucoup. Nous travaillons aussi avec d'autres aspects tels que l'ethnicité et autres. Bon, Catherine ou Anna, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pourrais faire un commentaire. Oui, nous avons du savoir-faire dans notre équipe, des chercheurs qui ont un savoir-faire pour la collecte de données en ce qui concerne l'équité, densité et inclusion. Et nous avons euh, un partenaire qui était un expert pour collecter cette information par rapport à l'équité, etc. Nous avons reçu des commentaires aussi que ce n'est jamais parfait, que cela évolue tout le temps par rapport à la collecte des données. Et ce n'est pas une raison pour ne pas faire de la collecte des données, mais tout simplement être conscient que nous devons avoir une approche plus axée sur tous ces changements qui surviennent sur place. Pana? Oui, c'était très bien discuté dans le, les ressources de données minimales en ce qui est trait aux caractéristiques démographiques. Et le consensus de ce groupe, c'était que les données démographiques qui peuvent aider les juridictions, les chercheurs à comprendre les caractéristiques dont il s'agit pour faire des études, développer des politiques, pour s'attaquer à l'équité et la diversité dans le personnel de santé. Il a été donc consensuel qu'il fallait
un cadre général et ils ont décidé aussi d'imiter les populations qui font déjà ces collectes de données et pour faire un travail similaire. Et je pense que bon, c'est quelque chose qui est en évolution, en cours de construction, mais la collection des données, eh bien, nous avons, je ne sais pas quel est votre cas, mais disons que nous avons les médecins, les infirmières qui constituent la majorité des effectifs. Et, mais il y a d'autres professionnels qui sont importants aussi. Et nous, aux États-Unis, nous les avons identifiés et qu'ils ont des professionnels qui ont aussi des compétences essentielles. Et donc, il faut avoir des stratégies visées à l'égalité pour savoir pour être sûr que on est en train de collecter les données sous cette perspective. Et il faut aussi pouvoir comprendre bien les défis que cela pose. Je pourrais continuer, mais vous devez avoir les données nécessaires pour pouvoir faire une évaluation appropriée en ce qui concerne l'équité et l'inclusion. Et par rapport à ce que on nous a posé, la question que nous a posée de notre ressource de collection, j'ai pu voir beaucoup d'enquêtes qui ont été mises sur pied à la suite de nos processus de licence. Il y avait une discussion sur l'inclusivité de notre langage que nous utilisons lorsque nous collectons des données des individus. Donc, je vous encourage à examiner l'outil d'Andiana où nous avons soulevé cette question. C'est très approprié, c'est un cadre qui pourrait être utile. Et comme Tina l'a dit, les juridictions ont différentes ressources et nous avons besoin de ressources pour obtenir de l'information. Vous pouvez voir un peu les termes, le langage que nous avons utilisé, axé sur l'équité et la diversité. C'est très intéressant. C'était très utile. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons des personnes ici qui ont des questions. Je pense que Margaret est là et Steve aussi. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous vous appelez comment? Dugal? Oui, vous êtes la quatrième. Merci beaucoup pour la présentation. Juste quelques questions, mais une question pour Hannah. Hannah, quand vous avez entendu la façon dont Catherine nous a décrit le rôle des parties prenantes et des négociations qui ont eu lieu, est-ce que c'était similaire au niveau des négociations et l'engagement que vous avez eu avec les parties prenantes de votre côté? Et pour chacun des panélistes, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que les données et vos autorités s'engagent avec cette euh, perspective d'accessibilité qui soit facile à lire et à réutiliser. Je sais que Tina nous en parlait de façon très claire, mais elle nous a parlé de la plateforme de l'OMS, mais j'aimerais savoir si vos données euh, répondent à ces mêmes exigences. Merci. Donc, pour être clair, le projet de l'ECPDM est très gouvernemental et juridictionnel. Il y a des autres initiatives qui peut-être sont menées par des chercheurs ou des autres initiatives en dehors du gouvernement. Dans ce cas-ci, vraiment, on se concentrait beaucoup sur les questions gouvernementales et juridictionnelles, soit des commissionnants ou des leaders dans le bureau du gouverneur. Donc, il y a eu tout un processus, mais vraiment, on se concentrait surtout sur le point juridictionnel. Et vraiment, franchement, c'est parce que je crois qu'ils ont la meilleure capacité pour avoir ces données de façon constante. Et vraiment, à cause de leur autorité législative, ça peut se transformer dans un statut et s'appliquer. Donc, j'espère que je n'ai pas trop dit. Catherine, Tina, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à cette question. Oui, moi, je peux dire ma partie.
Donc, en termes de l'accessibilité de les données, vraiment, il me semble que c'est en dehors de tout ceci. Et on n'a pas tellement de pouvoir pour savoir comment ceci a de l'air. Il me semble que ça va au-delà du projet. Comme vous savez, vraiment, l'idée, c'est que ces données allaient être intelligibles et réutilisables aussi. Donc, nous pouvons parler un peu de la question d'équité, mais pas tout dans ce projet. Merci, Tina. Je peux dire rapidement que vraiment, c'est une des choses que nous avons vues, étant donné que nous avons vu qu'il n'y a pas trop de ressources dans certains pays. Et vraiment, la plateforme, c'est une plateforme transparente où toutes les parties prenantes peuvent voir quelles sont les données. Et c'est vraiment le pays qui décide qui peut voir quelles données. Donc, l'architecture de ceci fonctionne de cette façon-là. Réutilisable? Oui, c'est réutilisable. C'est là où nous avons le manuel pour utiliser ces données. Et nous travaillons avec les pays pour avoir les données, construire ces systèmes et créer un flux de l'info. Et nous trouvons qu'avec les recherches et les études qu'on fait, nous pouvons le faire avec, nous pouvons réutiliser ces données. Donc, ça, ce n'est pas juste du côté de l'OMS, mais aussi dans les pays. Il y a des différents niveaux de maturité. Merci. Donc, Anya, votre question. Oui, bonjour, je ne suis pas chercheuse. Je travaille à l'hôpital d'Ottawa comme coordinatrice. Donc, c'est une autre perspective. Je suis désolée si peut-être ça ne fait pas partie de de vos études, mais j'aime bien le travail des éducateurs. C'est vraiment quelque chose de crucial pour la planification de la main-d'œuvre. Nous, à l'hôpital, nous regardons comment est-ce que nous pouvons euh, recollecter ces données démographiques afin de trouver les inéquités dans les patients avec qui nous travaillons. Il me semble que d'un point de vue opérationnel, l'explication de la valeur de ces données aux patients, il me semble que vraiment c'est un obstacle. Il y a un manque de confiance par rapport à qu'est-ce qu'on va faire avec ces données, la qualité de ces données. Et donc, il me semble que même avant de faire la collecte de ces données, il faut comprendre pourquoi nous voulons ces données démographiques. Parce qu'il peut y avoir une part de que il y a des étiquettes ou de revanche ou des choses de même pour certains groupes sociaux. Donc, c'était peut-être plus une question opérationnelle, mais votre point de vue par rapport à ceci, ça serait intéressant. Mais vraiment, il me semble que la personne qui fait la collecte des données doit dire de façon transparente, voici le propos, l'intention. Soit pour comprendre les questions démographiques de notre main-d'œuvre, comment ils peuvent aider leur population, pour créer des stratégies qui peuvent aider ou pour prendre ces données et la relation entre ceux-ci et les professionnels de la santé. Il me semble qu'il doit avoir une déclaration dès le début, n'importe quand nous demandons pour ces données. Et ça doit se partager au niveau d'alphabétisation du participant. Et comment est-ce que cela
va avec la question de réutilisation. Parce qu'il y a beaucoup de données qu'on utilise qui n'est pas juste d'un seul propos. Et dans ce cas, l'identification, ça peut causer des problèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Peut-être avec la transparence, en disant, OK, ces données vont être utilisées pour appuyer les évaluations de travail et assurer la compétence pour les soins dans notre main-d'œuvre, pour les personnes de toutes les races, les genres, etc. Vous devez avoir en tête ces questions afin de pouvoir parler aux États et leur dire comment ils devraient voir ceci. Mais il me semble que le fait de le simplifier au niveau approprié, c'est bien pour l'item. Il me semble que vraiment on peut le voir. Ça dépend du message et de la structure. Et donc, ici en Ontario, nous avons eu un problème dans la réglementation pour prendre les données des collèges. Il y avait des utilisations qui étaient incluses dans les régulations et cela nous a compliqué parce que vraiment, on ne peut pas changer la législation tellement facilement. Et donc, ça nous a affecté. Donc, il y a une vraie question dans ma tête de l'équilibre entre être spécifique et le plus spécifique que vous êtes. Ça peut bien fonctionner à court terme, mais peut-être pas à long terme. Donc, c'est juste une difficulté du côté juridique. Ça, je vais juste partager avec vous, peut-être le groupe. En Indiana, nous avons un langage modèle que nous pourrons utiliser pour le renouvellement de la licence pour donner cette information supplémentaire. Et vraiment, il y a une certaine ambiguïté express là, afin de ne pas compliquer les choses à l'avenir, mais ça permet l'utilisation de cette information. Oui, c'est cette question d'avoir cet équilibre. En tout cas, si quelqu'un d'autre a des commentaires, Catherine, Tina. J'allais dire, je suis d'accord avec le pourquoi. Et vraiment, tout ceci est important et je vais juste partager cela. Il me semble que c'est bien que parfois il y a un manque de confiance, je comprends. Parce que il y a la question de qui a cette information et comment ils vont le rapporter. C'est une question, surtout quand on parle de la race, de l'ethnicité, des Autochtones. Et ça peut causer des problèmes que nous sommes encore en train de résoudre. Donc, je n'ai pas de réponse pour vous encore. Tina, je ne sais pas si vous voulez contribuer quelque chose. Non, il me semble que Hannah et Catherine ont bien couvert la question. Je voudrais juste dire que la question est que généralement, quand nous avons les données, on ne l'utilise pas. C'est OK, pourquoi est-ce que vous avez besoin? Il faut inclure cet objectif soit comme un bien commun pour le pays ou au niveau sous-national. Et donc là, on peut le justifier. Et donc là, vous pourrez recevoir l'appui de vos supérieurs. Donc, il me semble que nous avons Steve et Gail. Et il me semble qu'il ne nous reste que 10 minutes. Donc, je vais demander à tout le monde d'être assez bref. Donc, Steve Slade, je mène la recherche pour le Collège de preuve ici au Canada. Nous essayons d'avoir la collecte de données de différentes juridictions au Canada. Et je suis vraiment d'accord avec votre commentaire, le fait de devoir s'ajuster à ce que nous avons, comment on peut demander aux gens de respecter cela et de rencontrer les gens où ils se trouvent. Donc, ma question, c'est garder ces standards de données frais. Vous avez mentionné ces gorilles. Il me semble que ces données-là ne sont pas bien cuites. Il y a des nouvelles professions. Nous avons parlé des assistants médicaux. Nous avons parlé des travailleurs sociaux.
Et vraiment, ça change rapidement avec l'identité de genre, la façon dont vous avez décrit. Vraiment, ça change fréquemment. Donc, je voulais juste avoir votre opinion par rapport à comment garder tout ceci frais. Et quand vous avez des personnes qui vous donnent les données, comment est-ce que vous pouvez indiquer à eux de façon non accusatoire qu'ils n'arrivent même pas proche à un standard? Parce qu'il y a des autres que vous pouvez dire, bon, ils sont très avancés, mais quelles sont les statistiques et les stratégies pour donner ce feedback aux personnes qui font la collecte de données? Donc, la question de comment garder ceci frais et comment donner ce feedback. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, je peux commencer. J'aime la question surtout sur la qualité des données, comment améliorer cela. Donc, ça, c'est quelque chose auquel nous, on doit faire face. Peut-être parce qu'il y a tellement de grands pays. Historiquement, nous avons évité d'utiliser les données parce que ce n'étaient pas des bonnes données qualitatives. Mais nous avons dit non, nous allons l'utiliser, on va leur démontrer comment leurs données sont mauvaises. Et puis là, les pays vont devoir changer. Donc ça, c'est une approche. Utilisez ce que vous avez et leur montrer que ceci n'arrive pas à ce standard. Ça, c'est quelque chose qui a fonctionné pour nous en travaillant avec les différents pays, améliorer les systèmes. Et nous avons plus de questions en ligne. Donc, je vais juste aller à Gail, à moins que Catherine et Hannah ont quelque chose d'urgent à dire. Merci beaucoup de votre présentation et de tout votre travail. Je vais juste dire que je suis un peu déprimée par quelques points que vous dites. Moi, je concentre mes recherches. Moi, je me concentre sur le travail en équipe et la collaboration. Et vous pouvez me corriger, mais il semble qu'il y a beaucoup de travail, que c'est une question de compter les corps, au lieu de voir le contexte ou quelque chose qui peut indiquer cette collaboration. Est-ce que vous voyez quelque chose dans les standards minimums qui peut indiquer cette question de travail en équipe et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je peux commencer. Oui, donc il y a des détails, des questions que j'ai partagées et c'est de l'information que nous avons. Malheureusement, comme nous avons des problèmes, il y a plusieurs questions sur ceci. Et comment ils passent leur temps? Et il me semble que vraiment c'est important pour la collaboration. Donc, le fait d'aller vers cette direction, c'est quelque chose que j'espère que nous allons voir. Et pour avoir toutes sortes de questions pour les différents groupes. Anna, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Si vous avez accès aux différentes questions, j'ai laissé un lien lors de la première question pour l'outil d'Indiana. Nous ne demandons pas spécifiquement à propos de l'engagement d'eux avec les équipes de soins, mais nous avons des questions par rapport aux services spécifiques qu'ils ont, le contexte où ils travaillent et des autorités statutaires. Donc, nous pouvons voir où ils sont en train de donner ces soins. Nous pouvons voir des différents licenciés qui travaillent dans une même zone et c'est un peu ce que nous voyons. Donc, comment on lance ces équipes, comment on lance cette collaboration.
il me semble que de façon plus générale, pour que ça soit un outil plus adaptable pour les différents États et les différents régulateurs, il faut mettre plus de poids sur les licenciés. Donc, vraiment, l'outil que j'ai partagé aujourd'hui, sa valeur, c'est la valeur pour l'État et le moins de poids possible pour les licenciés. Il y a eu des discussions sur l'innovation et la collaboration avec les nouveaux modèles, mais les juridictions qui il y en a qui peuvent se centrer sur cette démarche. Et c'est ce que je voudrais voir se passer sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que les États ne peuvent pas répondre maintenant. Oui, et ceci, c'est en référence au ensemble minimum de données. Et Ivy, elle a aussi des questions en ligne. Et ensuite, nous allons poser quelques questions aux panélistes. Oui, ce que nous pouvons faire, c'est de avoir des commentaires finaux de chacun de vous. Vous avez répondu déjà à quelques de ces questions. Il y a des questions à propos de parties prenantes impatients, à propos de la valeur des recherches, l'infrastructure et aussi des données provenant des sources qui ne sont pas liées aux soins de santé. Et nous allons en parler cet après-midi. André aussi nous a parlé aussi des obstacles juridiques pour l'obtention des données sur la diversité et l'équité et aussi quelque chose sur le fait que il y a des personnes qui sont sur la première ligne de réponse, mais qui ont changé leur opinion selon leur accessibilité aux données. Donc, si vous pouvez nous dire partager avec nous quelques commentaires sur ces questions. À vous. Est-ce que qui veut répondre sur à la question de la collecte de toutes ces questions? Merci. Donc, je peux y aller. Merci beaucoup pour les commentaires de partenaires impatients ou les craintes que votre gouvernement, vos autorités pourraient avoir par rapport à la collecte des données. Et cela nous donne une idée de l'importance selon le partenaire. Et il faut toujours avoir une discussion avec eux et il faut toujours prendre en considération leurs différents points de vue. Et cela doit être aussi un processus continu. Et par rapport à l'une des questions, il faut commencer par les autorités les plus hautes, hein, c'est-à-dire les gouverneurs et les législateurs. Car une fois que vous avez ces deux groupes, vous allez avoir tout le reste du pouvoir exécutif. Et si vous avez du mal avec votre conseil pour faire des propositions, faites-le savoir qu'ils peuvent aussi se référer au gouvernement et aux législateurs. C'est le conseil que je donnerai à cet égard. Merci, Tina ou Catherine. Je pense qu'Anna vient de nous parler donc de l'importance de la participation du gouvernement. C'est l'un des premiers pas dans la mise en œuvre de tout programme. Vous voulez renforcer vos données et il faut aussi avoir les gouvernements derrière. Et si vous avez des données probantes et le gouvernement, l'appui du gouvernement, c'est fondamental. Et donc, parce que faute d'un bon cadre législatif et faute de données, les choses ne vont pas avancer. Et toutes les choses qui sont laissées de côté devraient donc faire l'objet d'une attention particulière. On a parlé aussi de la diversification de sources et le travail que
vous avez fait en témoigne. Nous utilisons des données de registrateurs professionnels ou de fournisseurs de services. Donc, il faut trianguler les différentes sources. Il y a des pays qui ont fourni des données de façon systématique depuis le premier jour. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer d'améliorer aussi tant que possible la qualité des données et trianguler toutes ces données parmi les parties prenantes. Catherine, oui. Quand on demande aux personnes ce que nous pouvons améliorer, et oui, effectivement, il y a des façons de procéder au Canada. Et maintenant, il y a beaucoup de pression sur faire des avancées significatives qui aillent au-delà des données de régulation. Nous avons la technologie et si nous nous concentrons sur ces domaines, nous allons donc saisir une très bonne opportunité. Bon. Nous avons l'opportunité de continuer à intensifier nos efforts, ce que nous faisons dans notre pays. Et nous pouvons apprendre de l'expérience des autres pays, de ce que Tina a présenté, et Hannah aussi, et ça nous aide à avancer plus rapidement. Parce que si nous commencions des zéros, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire, mais je suis très optimiste vis-à-vis de l'avenir et j'espère que les autres le seront aussi. Merci beaucoup. Je pense que nous approchons de la fin, au moins que vous vouliez faire une petite déclaration de 30 secondes maximum chacune. Bon, en tout cas, merci à toutes les panélistes. J'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez trouvé que cette séance a été très enrichissante. Nous allons faire une pause de 15 minutes et nous revenons à 11h30 pour voir aussi le travail fait par le tableau de bord interactif sur les données relatives au personnel de santé. Je sais qu'il y a des avancements très importants à cet égard. Merci.